Je suis très heureux que Leïla nous ait rejoints pour débattre à partir de ce film qui est vraiment un très beau choix de Janine et de Carole, parce que c'est un film de grande qualité cinématographique, comme tu le disais tout à l'heure, mais aussi un film qui fait réfléchir beaucoup. Je dirais même que le petit documentaire avant, cette Nakba qui se promène dans la Ramallah d'aujourd'hui, elle incite aussi à réfléchir. Simplement, avec l'accord de Leïla, je ne voulais pas qu'on commence nos débats sans dire quelques mots de ce qui s'est passé il y a une semaine, très exactement. Et à cette tragédie, j'associe évidemment les 224 passagers de l'avion russe, les morts de Beyrouth. Enfin, on ne peut pas isoler les choses, on en a trop l'habitude en France. Je crois que c'était de toute évidence la plus grave attaque terroriste de l'histoire contemporaine de la France. Mais nous vivons aussi depuis le lavage de cerveau le plus formidable qu'on ait connu depuis très longtemps. Et je pense que ce discours à la fois de guerre et sécuritaire est extrêmement préoccupant. Et le fait que les médias, à quelques rares exceptions près, et la classe politique, à quelques très rares exceptions près, se mettent au garde à vous dans cette situation-là, je trouve que c'est extrêmement problématique. Je ne parle pas seulement là de discours, parce que les discours, on en a entendu beaucoup. Je parle des logiques perverses qui sont derrière ces discours, qu'il s'agisse de ce qui se passe dans le monde, et au Proche-Orient en particulier, ou de ce qui se passe en France. On nous dit qu'il faut faire la guerre, et le Premier ministre a même parlé de guerre d'extermination à Daesh. J'aimerais bien quand même qu'on m'explique pourquoi tous les spécialistes, sans aucune exception de stratégie militaire, disent qu'on ne peut pas écraser un phénomène comme celui-là avec des bombardements à répétition. Alors on nous dit oui, mais on va envoyer des troupes au sol. Seulement, la plupart des spécialistes, je ne dis pas tous, disent mais même avec des troupes au sol, on n'y arrivera pas. Et d'ailleurs la preuve, c'est les 15 ans de guerre au terrorisme menés par l'administration Bush et leur bilan de ces 15 ans, le bilan en Afghanistan, le bilan en Irak, le bilan dans toute la région. Et pour citer la dernière des guerres bushiennes, l'intervention française et britannique en Libye, qui a détruit ce pays et mis le terrorisme à quelques heures d'avion de chez nous. Cette coalition dont on nous parle, on a visiblement évolué très vite en parlant. Il faudrait qu'elle serve surtout à assécher le terreau du terrorisme. Et de ça, on ne parle pas. C'est étonnant, la seule question qui vaille, c'est-à-dire comment peut-on vaincre un phénomène comme celui-là, c'est une question qui n'est pas posée. Si vous prenez uniquement les exemples de la Syrie et de l'Irak, tout le monde a bien compris que le problème posé, c'est une transition politique qui permette de rassembler l'ensemble des communautés à l'intérieur du pouvoir, aussi bien à Bagdad qu'à Damas, pour en finir avec cette frustration, cette humiliation des sunnites, qui est le terreau, et un terreau très large, très puissant, très fertile malheureusement. Et je dirais qu'on pourrait de la même manière réfléchir sur l'Hexagone. Il y a une logique derrière la mobilisation proclamée, qui est une logique là aussi folle. Bien sûr qu'il faut réprimer le terrorisme, qu'il faut essayer de déjouer les attentats terroristes, mais est-ce qu'on a besoin d'un état d'urgence complété? Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle constitution dans ce pays où je rappelle que François Mitterrand, lorsqu'il était jeune, traitait cette constitution de coup d'état permanent? Est-ce qu'on a besoin de priver les citoyens français de leur liberté fondamentale pour faire Dieu sait quoi avec Dieu sait qui? Est-ce qu'on a
une justification quelconque du discours islamophobe qui se déguise en disant il ne faut pas faire d'amalgame, mais qui se développe sous ce déguisement. Et là aussi, tout en comprenant la nécessité de la lutte policière, de l'action des services, on ne peut pas ne pas considérer que l'essentiel, c'est d'assécher le terreau du terrorisme. Je ne sais pas si vous avez été frappé comme moi par ces interventions du juge, ex-juge antiterroriste Trévidic, qui a dit, a répété que la religion ne jouait qu'un rôle très marginal dans les motivations des jeunes terroristes auxquels il avait eu à faire face, lui, personnellement, dans les dossiers qu'il traitait. Donc, il faut bien aller chercher ailleurs ce qui fait que des jeunes de 15, 20 ans, 25 ans, 30 ans, peuvent se jeter dans ce type d'action, et ils sont visiblement un certain nombre, plusieurs centaines, plusieurs milliers, à servir de main-d'œuvre à ces opérations épouvantables. Je crois personnellement que là aussi, les vraies questions ne sont pas posées, c'est-à-dire la capacité de la République à s'occuper de sa jeunesse, et de la jeunesse notamment la plus pauvre, quelles que soient ses origines, qui est dans une situation de ghettoisation, de discrimination, de frustration telle qu'ils peuvent être attentifs au discours de ces gens. Voilà ce que je voulais dire. Je ne voulais pas du tout contraindre Leïla à s'engager sur ce terrain aujourd'hui. Ce n'est pas évidemment le but, mais je pensais que c'était nécessaire, après un tel événement, et avec les réactions que cet événement a suscité, de dire une fois encore que nous ne sommes pas là seulement pour manifester des émotions, nous sommes là, comme citoyens j'entends, aussi pour réfléchir et contribuer à trouver des solutions, et je le répète, pas seulement des émotions. Alors, Leïla, ces vaches disparues. Bonsoir tout le monde. Oui. Si on peut diminuer un peu le volume. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Janine. Bonsoir Carole. Merci de nous donner l'occasion, encore une fois, pour la 7e fois, à travers les films, celui de ce soir, mais ceux qui viendront tous les soirs jusqu'au 29, de réaliser combien le cinéma est une forme importante de compréhension des réalités politiques, sociales, culturelles, de l'histoire, de nos sociétés. Et je suis très frappée, moi, je vois pour la 3e fois ce très beau film de Amer Choumali, combien finalement, à travers ce qui semble être une des nombreuses anecdotes de l'histoire de l'intifada de 87, combien à travers cette forme unique, on ne voit pas très souvent deux formes cinématographiques, et là nous avons des cinéastes très avertis qui ont fait beaucoup de films, inclus beaucoup sur la Palestine, qui nous diront si j'ai raté d'autres films de ce style. Mais moi j'ai connu Amer comme dessinateur, et c'est un brillant dessinateur. Il a fondé en Palestine, il y a moins de 10 ans, un groupe fantastique d'animation, de films d'animation, de dessins animés, de caricatures. Et je les avais invités à une saison culturelle qu'on avait organisée à Bruxelles, comme un peu le printemps palestinien en France. Et j'ai été très très impressionnée, parce qu'ils sont tous très jeunes, ils ont tous moins de 35 ans, combien cette génération de dessinateurs a une autre conception réellement de ce que vous avez appelé toutes les deux les arts visuels, parce que ce film, il utilise la caméra, mais ici beaucoup le dessin. Et je trouve que la rencontre entre les deux cinéastes, je ne sais pas si le Canadien dessine aussi, ou s'il fait seulement du cinéma, mais je trouve que c'est une très belle rencontre entre les deux qui donne un très beau résultat, qui est un film qui ne ressemble à aucun autre. Mais je suis abasourdie
encore une fois, après avoir vu le film, combien il est, un mot qu'on n'a pas en français malheureusement, combien il est relevant. Relevant, ça veut dire combien il est pertinent. Bravo, merci Janine. Combien il est pertinent, surtout aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, nous disons que Oslo est mort et enterré. Même le président Abbas, qui l'a négocié depuis le début, dit qu'il est mort et enterré. Mais il n'y a pas tellement d'analyse intéressante de pourquoi il est mort, comment il est mort, ce que ça veut dire, quelle est la leçon à tirer. C'est pas seulement les Français qui ne savent pas poser les bonnes questions, c'est aussi les Palestiniens qui ne savent pas poser les bonnes questions. Mais là, le film pose très bien les questions. Pose très bien, et c'est un grand film sur, et c'est très intéressant que, pour moi, c'est le premier film qui réellement pose une question fondamentale, qui est est-ce que Oslo est arrivé pour faire avorter un mouvement populaire de résistance contre l'occupation qui s'appelait Intifada, la première, hein, parce que la deuxième est de nature très différente, ou est-ce que Oslo était une brillante idée qui est venue, comme il dit, de l'extérieur, ça veut dire bien sûr des occupants, ça veut dire les Israéliens, mais qui a aussi beaucoup mobilisé, beaucoup montré pour la première fois dans un conflit long de 66 ans, qu'il y avait des Américains, des Européens et des Arabes qui étaient intéressés à ce qu'on passe d'une résistance populaire, qui était aussi une désobéissance civile, qui ne s'est pas arrêtée, je vous rassure, seulement aux portes de Beth Sahour, mais qui a été un peu dans tous les territoires occupés, puis à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, mais qui bien sûr s'est arrêté aussitôt que les négociations ont commencé. Et c'est une question fondamentale parce qu'elle pose une autre question derrière celle-là. Est-ce que c'était judicieux de la part de la direction palestinienne, de l'OLP, des partis politiques qui étaient aussi totalement impliqués dans l'intifada? Est-ce que c'était judicieux qu'ils fassent ce choix? C'est-à-dire que est-ce qu'on n'aurait pas pu continuer, même les négociations d'Oslo, en continuant une résistance populaire non violente? Parce qu'il n'y a pas de constitution qui interdise aux populations, aux occupations militaires, de renoncer à une résistance non violente. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas accompagner, parce que rappelez-vous, cette négociation, elle a duré quand même 22 ans. C'est très long, 22 ans. Est-ce que ce n'était pas totalement, je dirais même pas naïf, je dirais stupide, de renoncer à une forme de résistance comme un moyen de renforcer la partie palestinienne qui négocie? Parce qu'il est évident que nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas des moyens économiques très importants, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas d'autres ressources naturelles, et nous n'avons pas vraiment énormément d'États dans le monde de notre côté, ni arabes, ni européens, ni américains, ou japonais, ou canadiens. Donc si on avait eu cette forme de résistance populaire qui est très bien décrite, qui a existé, nous avons ici la famille Shhadeh qui est de Beit Jala, c'était la même chose à Beit Jala, c'était la même chose à Bethléem, c'était la même chose à Ramallah, c'était la même chose à Hébron, c'était la même chose à Gaza, c'était la même chose partout. Parce que cette intifada, on va revenir, il faut que je revienne chaque fois sur le mot intifada, est-ce qu'il veut dire, parce qu'en arabe, intifada, c'est celui qui s'est secoué. Il s'est secoué lui-même, c'est un verbe réflexif, ça veut dire, ce n'est absolument pas un jet de pierre, c'est quelqu'un qui est cassé, qui est plié, qui est humilié, et qui se secoue, c'est se secouer, ça veut dire se secouer soi-même, ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est reprendre confiance en soi, se secouer, sortir de sa torpeur, de son ataphisme, et improviser. Ça peut aller de comment on fabrique du lait pour boycotter la compagnie de lait israélienne, qui continue d'ailleurs de nouveau à vendre tout son lait dans tous les villages, n'est-ce pas? Et jusqu'à faire, comme il vous a dit, l'agriculture dans les backyards, dans les cours intérieurs, pour ne pas acheter celle qui est vendue par Israël, jusqu'à faire, comme ils ont fermé les écoles et l'université, faire des cours chez soi, et c'était comme ça, Birzeit a fermé, l'unité a fermé, mais les enseignants enseignaient chez eux.
Et puis, bien sûr, le plus important qui a été le boycott du paiement des taxes, puisqu'il n'y avait pas de raison de payer à une autorité qui était une autorité d'occupation militaire. Et pourquoi fallait-il donner le sentiment que même cette forme de résistance qui était populaire, qui allait de bas en haut, qui ne faisait de mal à personne, sauf à une occupation militaire qui est d'une telle perversité que son côté le moins évident pour vous tous, c'est bien sûr ce côté-là. Ça veut dire pas le militaire, mais la destruction de la dignité des gens en les obligeant à ce qu'ils les obligeaient à faire. C'est-à-dire à recommencer à acheter le lait là où eux veulent, ça veut dire chez le producteur israélien. Et pareil pour tous les autres. C'est intéressant, parce que comme vous voyez qu'aujourd'hui, la France est le seul pays qui malheureusement vient de condamner les militants français qui appellent au boycott. C'est très intéressant que vous voyez ce film qui est principalement sur la force du boycott. Et là, vous comprenez pourquoi ils ont tellement peur qu'ils ont fait un circulaire de l'État français, le seul État au monde qui condamne un moyen pacifique non violent de résistance à l'occupation. Vous trouvez que c'est brillant pour le pays des droits de l'homme? Et donc, je trouve qu'il pose une question très importante, ce film, aux Palestiniens avant tout, et donc aux Palestiniens qu'ils soient des citoyens qui étaient impliqués dans cette forme de résistance populaire, ou leurs dirigeants politiques qui n'arrivent pas à la poser, et que les partis politiques n'arrivent pas à poser. Mais aussi, il pose une autre question qui est très importante et qui n'est pas posée parce qu'elle effraie dans sa signification, c'est est-ce que finalement ceux qui ont choisi de négocier, est-ce que c'est vraiment la direction des gens qui vivaient sous l'occupation, ou est-ce que c'est la décision des gens de l'OLP qui sont venus de l'extérieur? Vous voyez ce que dit le pharmacien, Rachmaoui. Il dit, on nous a volé notre droit à décider comment nous voulons mener notre manière de résister à l'occupation, puisque on nous a dit qu'il y a eu des négociations secrètes, et ces négociations secrètes ont décidé que nous allons maintenant passer à des réunions officielles, ouvertes, maintenant qu'on a négocié depuis un an, et donc il ne faut plus rien qui dérange ces négociations. Est-ce que c'est une décision uniquement des gens de l'extérieur, ça veut dire des cadres de l'OLP qui sont venus avec Arafat, ou il y avait, parce qu'il y avait aussi dans les négociations, il y avait beaucoup de gens qui étaient issus de la, de la population, qui étaient Saber Ariqat, Hanan Ashraoui, tous ces gens-là ils ne sont pas venus ni de Beyrouth ni de Tunis, ils étaient vraiment de la société palestinienne qui vivait sous l'occupation. Excuse-moi, Leïla, à un moment... Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que ça soit... Est-ce qu'on peut diminuer un peu la... Merci Anne. À un moment, on a un commentaire qui me paraît un peu rapide quand même, qui dit Arafat a fait son choix à propos de la signature de la déclaration. C'est comme ça qu'il le fait. Mais enfin, historiquement, enfin, moi, on en a le souvenir quand même, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Il y a eu un vrai débat dans le mouvement palestinien. Non, il n'y a pas eu de débat avec les dirigeants de l'intifada. Non. Un débat au sein de l'OLP. Oui, mais eux, ils ne sont pas des dirigeants. Eux, ils parlent comme des citoyens. Et ils ont le droit de dire comment ils sentent les choses. On n'a pas à consulter. Il n'y a pas eu de consultation populaire sur qu'est-ce qu'on fait. Premièrement, il y a eu si peu de consultations populaires qu'il y avait une délégation qui négociait officiellement à Washington et qui représentait 41 personnalités de dedans et de dehors, avec la majeure partie, disons, des cadres intéressants de l'intérieur. C'est là où il y avait Hanan Ashraoui et compagnie, Saber Ariqat, Ilan Alemi, Elias Sambar, est-ce que vous voulez. Et pendant qu'eux négociaient à Washington, ouvertement, dans leur dos, négociaient secrètement Oslo d'autres cadres de l'OLP, sans les avertir qu'eux, ils négociaient secrètement un autre accord. Et d'ailleurs, cette délégation a très très mal vécu le fait qu'il y ait eu deux négociations parallèles. Mais c'est vrai qu'Arafat avait fait son choix, et qu'il pensait qu'il pourrait, lui, tirer plus des Israéliens
que cette large nébuleuse qui représentait les mêmes partis, parce que lorsqu'ils vous lisent le communiqué de le commandement unifié de l'intifada, le tract, où on a une voix comme ça qui solennelle qui lit, qui signait les tracts du commandement unifié de l'intifada? Les mêmes partis. Fatah et le Front populaire et le Front démocratique et les communistes, etc. Mais c'est vrai que ça, c'est un niveau de la base, et les organisations, membres de l'OLP, plus les représentants de l'OLP, c'est un niveau de la direction. Et il n'y a pas eu de consultation, parce que dans la cité, comme maintenant, comment tu fais une consultation d'une population éclatée? Arafat a signé Oslo 1 an avant de rentrer en Palestine. Ça a toujours été d'ailleurs le talon d'Achille de ce mouvement national. C'est qu'il a commencé à l'extérieur du territoire qu'il revendique comme État. Ce mouvement national, il n'a pas commencé avec l'intifada. Il a commencé 20 ans plus tôt, avec une OLP qui est faite avant tout de réfugiés palestiniens qui étaient des réfugiés dans des camps de réfugiés à Gaza, puis en Jordanie, puis en Syrie, puis au Liban, et qui ont lancé un mouvement qui a permis la constitution d'un front large qui s'appelle l'OLP. Et c'est 20 ans plus tard que les gens sous l'occupation ont commencé à résister. Et là, ce mouvement a commencé, pas du tout, c'est pour ça que c'est intéressant que vous ayez choisi le premier film. Très intéressant, parce que ce que vous ne lisez pas sur ce qu'il a écrit dans ce grand rassemblement à Ramallah, c'est Al-Aouda. On est en train de célébrer, parce que bien sûr le camion c'est les réfugiés de 48, c'est pour ça qu'il est vieux et que les images des personnages sont en noir et blanc. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rejoindre les célébrations de la Nakba, ça veut dire de 48, dans une manifestation contemporaine à Ramallah, et les grands calicots disent c'est la journée de la célébration du droit au retour, parce que le mouvement a commencé avec des fédaïns, l'OLP revendiquait pas la fin de l'occupation, parce qu'ils ont commencé longtemps avant. L'OLP est fondée en 64, 3 ans avant l'occupation, et les partis politiques comme le Fatah et les fédaïns, déjà en 56. Et donc, ils demandent le droit au retour, ils ne demandent pas qu'on libère la Cisjordanie et Gaza qui n'étaient pas encore occupés. Donc, il y a dans ce mouvement une complexité historique, on n'y peut rien, c'est comme ça, étant donné qu'on a été éclaté en 48. Il y a eu le mouvement qui est la colonne vertébrale du mouvement national, commence en exil, dans des camps de réfugiés, dont l'appel principal, la revendication principale sur le droit au retour. Il y a après occupation d'encore plus de territoires, ça veut dire Cisjordanie, Gaza, Jérusalem et le Golan, et s'ajoute donc à la Nakba, la Naksa. On appelle 67, nous, Naksa. Naksa, ça veut dire la défaite plate, à plate couture. Donc, s'ajoutent 2 phénomènes, Nakba et Naksa, et donc le mouvement revendique, la libération des territoires occupés, puisque le droit international est sans équivoque sur le sujet, il ne légitime absolument pas l'acquisition du territoire par la force armée, mais on rappelle qu'on avait déjà un droit de retour puisque la résolution de 194 le permettait. Et il y a la majeure partie de la population palestinienne qui vit à l'extérieur de la Palestine et qui est réfugiée, qui se sont représentés par les combattants qui après créé cette structure en exil qui s'appelle l'OLP. Et puis il y a à partir de 87 ce mouvement populaire qui est sincèrement la première vraie grande révolte de masse dans les territoires. Mais avant, les Israéliens se permettaient de dire que l'occupation était a benign occupation, une occupation, je ne sais pas comment on dit benign, Janine. Bénigne, c'est une occupation bénigne qui ne suscite ni résistance ni vraiment oppression, et que c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de révolte. Le terrorisme, entre guillemets, il ne vient que de l'extérieur. Et donc, cette complexité de la situation palestinienne explique d'ailleurs pourquoi il y a une difficulté surtout que ceux qui sont réfugiés à l'extérieur, ils sont un peu réfugiés dans des pays arabes qui n'ont pas très envie que cette OLP se mette à faire des concertations ou des élections. C'est comme maintenant. Pourquoi on n'arrive pas à faire des élections, par exemple, dans les communautés de la diaspora palestinienne? Parce qu'il n'y a aucun État arabe qui même veut nous donner les listes des citoyens palestiniens résidant en Jordanie, en Syrie, au Liban, ou en Égypte, ou en Arabie Saoudite,
Parce que tu dis palestinien, tout le monde commence à dire c'est subversif. Et donc il y a une complexité qui est, c'est pas de la traîtrise, bon, alors Ashmawi, il est un peu fougueux et d'évidence il n'aime pas beaucoup Arafat, ça c'est son droit s'il ne veut pas l'aimer, mais il y a une complexité objective, mise à part le sentiment d'amertume de certains, comme Ashmawi, mais il y a une complexité de comment, et c'est une question, c'est génial que ce film, il faut le faire plusieurs fois, parce que vraiment, c'est le seul qui pose la bonne question, et qui est la question de maintenant, parce que maintenant, c'est difficile que quelqu'un dise qu'il y a encore de l'espoir dans Oslo, ou que Oslo mérite, à part M. Fabius qui voit encore une résolution au Conseil de sécurité, et Mme Mogherini qui demande au président Abbas d'attendre qu'on fasse des nouvelles réunions avec M. Netanyahou, personne ne croit plus à Oslo, ou à la négociation avec les Israéliens en bilatéral comme ça, parce que les Israéliens, ce gouvernement n'est pas intéressé tout simplement. Mais c'est intéressant que ce n'est pas un article dans un journal, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un poème qui a posé la question, c'est un film. Et vraiment, un chapeau à Ahmed. Vous avez des questions, sûrement, donc il ne faut pas hésiter, on va vous faire passer... Le mouvement BDS a été lancé par 135 organisations non gouvernementales palestiniennes et comme un appel à leurs amis dans le monde, leur demandant de boycotter. Alors il y a plusieurs genres de boycott. Il y a ceux qui ont demandé le boycott de tout ce qui est produit israélien, fabriqué en Israël ou dans les colonies. Il y a un mouvement qui dit non, il faut cibler le boycott, il faut boycotter tout ce qui vient de ce qui n'est pas reconnu comme territoire israélien, comme la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Et il est évident que ce mouvement, qui est un mouvement totalement citoyen, qui a commencé en Palestine, et qui après s'est étendu à l'extérieur, c'est-à-dire il a commencé en Palestine en vous demandant vous, parce que nous, principalement, nous, si vous voulez, c'est très simple, si on boycotte, on n'a pas de remplacement. C'est-à-dire, si on n'achète pas le lait de Tnuva, nos enfants ne boivent pas de lait. C'est pour ça qu'il a tellement d'amertume. Parce que ces initiatives se sont arrêtées. Et donc, la phase d'Oslo, elle a tellement été candide dans le fait que, vous avez vu, les gens, on leur a pas mis un revolver sur la tête pour célébrer, ils ont célébré. Parce qu'ils avaient tellement envie de croire que ça allait s'arrêter et qu'en 99, parce que c'est ce que disait la déclaration de principe, dit que en 93 on signe, en 94 on rentre en Palestine et en 99 on a un État. Et nous sommes en 2015 et il n'y a toujours pas d'État. Et donc les gens célébraient parce qu'ils pensaient qu'en 99 il y aura un État. Donc pourquoi on va rentrer dans une histoire de boycott puisqu'en tout cas on sera libre et indépendant en 99. Maintenant on sait que ça n'a pas été le cas. Mais eux, à l'époque, ils pensaient vraiment que c'était la fin de l'occupation militaire. Mais l'appel, il est venu à vous, à l'extérieur, parce que vous êtes le premier marché pour les produits israéliens. C'est aussi simple. Vous et les Américains, entre vous et les Américains, c'est là que l'économie israélienne fonctionne. C'est pas pour ce que nous consommons, mais ce que vous consommez. Parce que nous, qu'est-ce qu'on achète? Du lait, des fruits, des téléviseurs peut-être, quelques séchoirs. Mais vous achetez tout. Ça veut dire... à commencer par les génériques, vous achetez des armes, vous achetez des choses qui rapportent énormément à l'économie israélienne. Parce que l'économie israélienne est une économie très avancée dans le high-tech. 30% du commerce israélien. 30%, voilà, 30%. Moi, j'ai entendu votre ancien Premier ministre dire qu'il était contre le boycott parce que c'était inadmissible de boycotter les produits cachers. Fillon. Oui, je dis, mais Fillon est tombé sur la tête et a amené son conseil diplomatique. Oui, il l'a dit officiellement. Parce qu'il y a un tel poids du lobby, du CRIF en particulier dans ce pays, qu'on a décrit la décision des 135 organisations comme étant un boycott de produits juifs. Bon, ça n'a rien à faire. C'était des produits. C'est pour ça que l'Union européenne a fini par comprendre que ce mouvement citoyen qui est pas seulement en Europe mais aux États-Unis et dans le monde arabe, il n'existe pas parce qu'on achète de produits israéliens. En Palestine, le grand succès d'Israël,
Et c'est pour ça que vous voyez comme c'est pernicieux. Vous voulez me dire pourquoi nous, on n'a pas d'industrie alimentaire, par exemple? On n'a pas d'industrie alimentaire. Pourquoi nous, on ne fabrique pas ce dont ils parlent, ça veut dire les besoins de la vie quotidienne, pour qu'on achète chez eux? Comme nous, on n'a pas réussi à imposer qu'on veut fabriquer ces produits, on ne peut pas vraiment boycotter si les gens ont besoin. Les gens te disent, où est-ce que je vais acheter mes médicaments? Où est-ce que je vais acheter les pampers des bébés? Les couches des bébés? Il faut bien les acheter quelque part, donc ils vont les acheter dans le supermarché israélien. Et donc, c'est des conditions différentes. Mais c'est vrai qu'il y a eu un pas en avant très important dans le fait que pour la première fois, les Européens, deux décisions très importantes. La première, c'est en 2014, lorsqu'ils disent que nous ne pouvons pas permettre aux projets de recherche et d'innovation qui puisent leur budget dans le budget 2020 de l'Union européenne, qui est le plus grand budget de l'Union européenne pour les projets de recherche et d'innovation technologique, industrielle, pharmaceutique et aussi militaire, et que Israël est le seul pays qui a accès à ce budget, parce qu'il est le seul qui a des projets qui peuvent être retenus. Mais comme l'Union européenne a fini par comprendre qu'on était en train de lui montrer ses propres contradictions sous le nez, comme il y a des entreprises qui sont des colonies ou qui sont installées dans les territoires occupés, qui ont accès à ces budgets-là, à cet argent-là, pour après fabriquer des produits sur lesquels ils mettent Made in Israel, et c'est fait à Beit Jala, ou c'est fait à Jéricho, ou c'est fait à Gaza, ou c'est fait à Jérusalem-Est, ils ont été obligés de dire, à partir de maintenant, 2014, on n'accepte plus les demandes venant d'entreprises ou de centres de recherche ou d'universités situés dans les territoires occupés, parce que nous avons un accord avec l'autorité palestinienne et que ce territoire ne s'appelle pas Israël. Maintenant, ils reviennent à la charge un an après et ils disent, ce qu'ils ont demandé tout le temps diplomatiquement à Israël, on ne peut pas, on est dans la contradiction totale de nos propres lois, puisque nous on dit que Cisjordanie, Gaza, nous et les Américains et tout le monde, que ces territoires ne sont pas israéliens, on ne peut pas continuer à recevoir vos bouteilles d'eau gazeuse et de fruits et de légumes, de machin, estampillés Made in Israël, et on sait que le trois quarts d'entre eux sont faits en Cisjordanie. Et donc, deuxième décision, elles sont importantes. Elles relèvent du même, c'est-à-dire, elles commencent là, et elles deviennent un instrument diplomatique de pression sur Israël par les décisions de l'Union européenne. Mais il faut beaucoup plus encore, parce que c'est quand même une des occupations les plus longues, les plus dures, les plus synthétiques, parce qu'elles ont une dimension économique, une dimension industrielle, une dimension culturelle, une dimension éducative, de destruction de la société palestinienne. Et il y a une course contre le temps. C'est pas vrai que le temps est avec les Palestiniens, c'est le contraire. Et je dirais que ce qui se passe sur le plan régional, ça veut dire l'effondrement d'États très importants comme l'Irak et comme la Syrie, la globalisation du terrorisme qui arrive jusqu'aux portes de Paris, la vague d'immigration de réfugiés qui fuient la tragédie dans leur pays et qui tapent à vos portes parce qu'ils cherchent un lieu sûr pour eux et leurs enfants, fait que la priorité pour les puissances européennes et internationales ne sont plus seulement pour le conflit israélo-palestinien. C'était le cas en 1993, lorsqu'ils étaient très intéressés à les faire négocier secrètement. Maintenant, leurs priorités sont ailleurs. Et donc, de nouveau, les Palestiniens vont payer la facture de la tragédie qu'on vit aujourd'hui, qui est l'émergence d'une force politique terroriste, criminelle, sanguinaire, à laquelle le monde n'est pas habitué, ne sait pas comment répondre. C'est pour ça qu'ils répondent comme ils répondent, parce qu'ils ne savent pas dire autre chose. S'ils avaient de meilleures idées, ils ne diraient pas les stupidités comme on va éradiquer totalement. Comment on éradique? Parce que les Américains essayent d'éradiquer depuis 2001. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est ajouter plus de candidats au terrorisme après les deux tours. Daesh n'est que le cousin germain de Qaïda, c'est la même chose. Mais il y a une vraie détresse sur le plan politique de comment on répond. Pour pouvoir répondre, il faut déjà comprendre.
pourquoi tous ces jeunes, ils ne viennent pas de là-bas, ils viennent d'ici. Ils viennent d'Europe, que ce soit ceux de France ou ceux de Belgique ou ceux d'Espagne ou ceux d'Angleterre, parce que n'oubliez pas qu'il y a eu des attentats déjà en Espagne et en Angleterre aussi horribles que ceux de Paris, et qu'il y a tous les jours des menaces qui peuvent recommencer. Ce n'est pas des Arabes qui sont venus là-bas qui ont fait des opérations aussi. Ce sont des Arabes d'ici, en majorité, avec une petite minorité de fous qui pensent qu'il faut se convertir pour faire comme eux. Et c'est ça la question qu'il faut poser pour comprendre comment on est arrivé là. Pourquoi tellement de haine, pourquoi tellement de violence. Et puis bien sûr, il y a la même violence contre une population comme la syrienne et l'irakienne. Parce qu'avant d'assassiner les malheureux qui ont été tués il y a une semaine exactement, ils ont tué les chrétiens en Irak, les Yazidis en Irak, les villages chrétiens en Syrie, et tous les militants qui ne sont pas de leur bord dans la résistance populaire syrienne qui a commencé comme un printemps arabe, comme en Tunisie et en Égypte, et qui a malheureusement été très vite pris en otage par les islamistes. Le fondement de l'Union européenne, c'est avant tout le marché libre. Donc, ils n'interdiront jamais aucun produit. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'appliquent pas à ces produits le traitement préférentiel qu'ils appliquent aux produits israéliens, puisque Israël est un des partenaires. Qu'est-ce que c'est le traitement préférentiel? Ça veut dire qu'on ne paye pas de taxes, ce qui permet aux consommateurs d'acheter un produit israélien ou tunisien ou marocain ou palestinien si on en produisait au même prix que le prix français ou belge ou autre. C'est ça là le privilège des partenaires de l'Union européenne. C'est pas qu'on importe leurs produits, c'est qu'on les laisse entrer dans un marché sans leur imposer des taxes à l'entrée. Et donc c'est ça qu'ils ne veulent plus faire pour les produits fabriqués dans les colonies. Ça veut dire qu'ils peuvent rentrer, mais il faut qu'ils payent des taxes. Mais une fois que toi, tu vas acheter un produit qui coûtera 18% plus cher que le produit fabriqué en France, tu n'as plus envie d'acheter le produit israélien. Donc, automatiquement, c'est une sanction. Oui, je veux juste ajouter un mot. Moi, je pense chaque fois qu'il y a des décisions de ce type, il faut éviter d'avoir simplement une réaction de principe qui est la vôtre et que je partage, hein, évidemment. Il faut aussi regarder comment réagissent les Israéliens. L'hystérie de Netanyahou et des autres devant la décision européenne en dit long, à mon avis, sur le poids réel de la décision européenne, qui n'est pas dans le détail de la décision, mais dans le fait qu'on légitime de facto le boycott. Et ça fait très peur aux Israéliens. Et c'est vrai qu'en France, ils ont réussi à imposer au gouvernement français, qui ne s'est pas fait tirer l'oreille longtemps, le seul cas au monde de la condamnation juridique de ce boycott. Il n'y a pas un seul autre pays au monde qui ait décidé comme la Cour de cassation l'a fait. C'est absolument incroyable. Et ça, ils ont réussi avec des réactions hystériques de ce type. Et je pense qu'on n'a pas fini. Il faut entendre et lire ce que raconte Netanyahou. Hein. Il dit que c'est une décision antisémite, il dit que on veut l'équivalent de l'étoile jaune, enfin, on est dans l'hystérie totale. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose que ça a libéré la parole la plus authentique de ce gouvernement, qui est un gouvernement de racistes et de fascistes, mais qui, avant, avait un air un peu respectable, parce qu'ils négociaient. Et donc, ils étaient les partenaires des Palestiniens assis à table, et donc ils étaient politiquement corrects, et ils savaient quel jargon et quel vocabulaire. Maintenant, il parle le fond de sa pensée, lui et ses ministres. Alors, vous avez la ministre, la deputy minister, l'adjointe au ministre des Affaires étrangères, qui dit qu'elle veut monter sur le mont du Temple, ça veut dire l'esplanade des mosquées, et mettre le drapeau israélien à la place de la mosquée Al-Aqsa. Elle le dit tout. Et après, lui, il dit non, il ne faut pas vous inquiéter, moi, je n'ai jamais dit que je vais statuer le statu quo. Mais sa vice-ministre, elle appelle à la destruction. Bon, le président de la Knesset, il est parmi les gens qui vont toutes les semaines haranguer les gens à l'esplanade des mosquées pour dire il faut enlever ça et on va recommencer à construire. C'est-à-dire, ce que dit Netanyahou maintenant, lorsqu'il dit, effectivement, il a choqué beaucoup de monde, lorsqu'il a dit que c'est pas Hitler qui a imaginé la solution finale de l'Holocauste, c'est Hajj Amin al-Husseini qui a été lui dire, surtout,
il ne faut pas que tu te contentes de les expulser d'Allemagne, tu dois aussi les exterminer jusqu'au dernier, parce que si tu les expulses, ils vont aller en Palestine. Il a inventé tout. Mais vous devriez lire la presse israélienne, ceux qui ont le plus littéralement ri sur la fiction fabriquée. Il y a des chroniqueurs qui disent on ne savait pas qu'il était écrivain de scénario. Il a écrit un scénario où lui il dit et l'autre lui répond comme s'il était assis dans la pièce où ça s'est passé entre Hitler et Haj Amir. Mais ça révèle la vraie nature de cet homme qui est dangereux, pas seulement pour la Palestine, parce que la campagne qu'il a menée contre Obama à cause de la signature de l'accord entre l'Iran et les Américains et les Européens a été aussi choquante, parce qu'il a été nargué, leur plus grand allié qui est les États-Unis d'Amérique, et respectivement de qui la gouverne, en disant c'est pas bien pour nous, on vous ordonne. Il a été dire au Sénat ne votez pas, ne ratifiez pas l'accord. Lui, un dirigeant d'un pays étranger, a été dire au Sénat et au Congrès américain comment ils doivent voter sur des décisions de leur gouvernement. C'est dire où va l'arrogance. Tout ça, c'est très bien. Mais je vais vous dire une chose, le boycott ne suffira pas, même si vous boycottez tous, les 28 nations européennes qui constituent l'Union européenne et tous les Américains, ça ne suffira pas comme forme de pression. Le boycott est un moyen très important parce qu'il fait mal, parce qu'il a une dimension financière, mais surtout parce que c'est une mise au banc. Ça veut dire, c'est une mise au banc de tout ce qui concerne ce qui doit devenir les territoires palestiniens de l'État. Et c'est une manière, c'est vrai, de retirer ce que malheureusement, il faut dire la vérité, le monde a toléré pendant 48 ans, c'est qu'on considère ces territoires comme s'ils étaient israéliens. Vous voulez me dire sinon pourquoi moi je dois prendre un visa d'Israël pour aller chez moi? Puisque toutes les frontières avec la Jordanie, avec Israël, toutes ces frontières sont aux mains de l'armée israélienne. Il n'y a pas de frontière palestinienne. Pour aller en Cisjordanie, pour aller à Jérusalem, et même pour aller à Gaza, il faut traverser des frontières israéliennes. On avait une frontière où on n'était pas obligé, c'était avec l'Égypte. Et Sissi l'a fermée. Donc, le monde a toléré qu'on considère ces territoires comme s'ils étaient israéliens. Et donc, c'est normal que le commerce aussi fonctionne comme ça. Maintenant, l'Union européenne a pris une décision, d'ailleurs Israël menace de faire un procès à l'Union européenne parce qu'elle a osé demander qu'on mette le... Mais ça ne suffira pas. Il faut d'autres formes de pression, il faut des sanctions, pas seulement commerciales, il faut des sanctions politiques. Il faut les traîner devant la Cour pénale internationale. Il faut prendre des décisions de sanctions, comme on a toujours pris des sanctions contre tout État qui viole le droit et qui en occupe un autre. On n'a pas demandé que l'OTAN aille bombarder Israël, comme on a fait avec les Balkans. Rappelez-vous qu'il y a à peine 15 ans, vous avez bombardé les Balkans pour soutenir le droit des Bosniaques et des Kosovars à vivre dans des États-nations. Nous, on n'a pas demandé ni que l'OTAN, ni que l'armée américaine interviennent militairement. Mais on demande quand même des mesures sérieuses, parce que ce n'est pas sérieux de continuer à dire on va leur demander gentiment de se retirer après 48 années d'occupation, et ils vont le faire parce qu'ils vont nous quitter, parce que nous, on est leurs copains. Parce qu'on s'est un peu moqué du monde en prétendant qu'on n'a pas d'instrument pour obliger un État qui viole le droit à le respecter. Il n'y a qu'un moyen, il faut des moyens de coercion. Si on ne veut pas, nous on préfère que ce ne soit pas une guerre, ni chez nous ni ailleurs, et on ne considère pas que faire la guerre c'est un moyen de répondre au terrorisme, ni en Irak, ni en France, hein, parce que là, on a déjà vu l'effet des guerres, pour soi-disant les guerres antiterroristes. Hein. Parce que vous savez, je me demande comment ils parlent entre eux lorsqu'ils sont dans une salle de réunion. Poutine, il considère que les terroristes, c'est les opposants syriens, et que le gentil, c'est le régime de Bachar al-Assad. Les Saoudiens considèrent que les terroristes, c'est les chiites bahreïnis. Les Français considèrent que les terroristes, c'est ceux qui ont mis les bombes. Les Américains pensent que terroristes, c'est tous ceux qui ne sont pas avec les Américains en Irak. Donc, il y a 1000 définitions de terroristes. Comment ils s'entendent lorsqu'ils disent qu'ils sont à Vienne en train de trouver les solutions de la Syrie? Parce que chacun, il a un terroriste en tête. Le terroriste, c'est devenu l'axe du mal de Bush. C'est devenu un terme qui n'a plus de signification sur le plan de la précision du vocabulaire et de la langue, même s'ils font très mal. Mais
il y a une supercherie horrible dans ce front qui se prétend un front commun de combat, machin. Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Qui ils veulent abattre? Ils se détestaient il y a un mois. Poutine et les Américains et les Français. Maintenant, ils sont tous d'accord. Vous voulez me dire que le miracle qui s'est passé? Il y a quelque chose qui est... Il y a une crise très profonde. Et il y a, je dirais, même détresse. Parce que c'est vrai que ce qui s'est passé il y a une semaine est un séisme. Et il n'y a pas de réponse à la hauteur du séisme. Vraiment, de gouvernance, de pensée politique, de réflexion, même de courage d'analyser les réalités, de le regarder en face. On préfère se fermer les yeux et dire oui, oui, c'est tout ça, c'est où, tout ça, ils vont chercher dans le Coran. Alors, tous les jours, vous avez un spécialiste qui sort. Moi, je sais, dans la sourate X, Y, Z, il y a un verset. Mais dans la Bible, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a 40 000 appels au meurtre, comme dans tous les livres saints. Personne n'a dit que la Torah et la Bible et le Nouveau Testament sont des livres terroristes. Maintenant, on veut faire du Coran un livre terroriste. Parce qu'il n'y a pas de réponse intelligente, il n'y a plus de pensée politique, il n'y a plus de courage de poser les bonnes questions, ni de regarder les réalités. Et moi, je parle aussi de la Belgique, pas seulement de la France. Moi, j'étais en Belgique lorsque l'opération a eu lieu, les opérations terroristes ont eu lieu. Vous allez voir comment ils se sont jetés sur la pauvre Molenbeek. Molenbeek, qui est une petite banlieue, comme toutes les banlieues de Paris, où il y a bien sûr il y a 40% de chômage, et bien sûr, le loyer à moitié prix, c'est pour ça qu'ils vont tous les Français louer là-bas. Et là-bas, le commerce des armes est beaucoup plus facile qu'en France, parce que c'est un petit pays qui n'a pas une armada de machin. Et donc, ils vendent les armes surtout pour les trafiquants de drogue. Et ces garçons, ils avaient un bar pour les trafiquants de drogue. C'est pour vous dire combien ils sont peu musulmans. Mais il est évident que c'est plus facile d'acheter les armes là-bas, de les cacher là-bas et de les introduire après en voiture puisqu'il n'y a plus de frontières. Mais au lieu de dire ça, même les Belges, qui sont d'habitude intelligents, oui, c'est parce que les écoles musulmanes et les musulmans et les imams et les filles voilées, une salade de tout ça pour expliquer pourquoi ils ont été... Tout simplement, ils ont été à Molenbeek parce que c'est moins cher pour acheter les armes et moins cher pour louer. Vous savez, à Molenbeek, dans toute la Belgique que j'ai habité 10 ans, vous pouvez louer un appartement sans donner une fiche de paye. Est-ce que vous imaginez, vous louez un appartement à Paris sans fiche de paye? Parce que vous n'avez pas de garantie là-bas. C'est pas le même prix. Et c'est le quart du prix. Donc c'est aussi simple que ça. C'est ni parce que c'est musulman, ni parce que c'est quoi que ce soit. C'est parce que pour leurs petites affaires de trafic d'armes et de complots et de machin, c'est plus facile de s'organiser là-bas qu'ici. Autre question? Avec micro, s'il se promène. Merci. Ça serait de savoir, donc comme vous l'avez dit, apparemment le véritable président français, c'est pas François Hollande, c'est le président du CRIF. J'aimerais savoir... C'est un peu formulé. Je partage votre opinion, mais je voulais juste en fait vous demander d'après vous, pour quelle raison le lobby juif ou la communauté juive, comme vous voulez, a pris, je sais pas trop comment l'exprimer, mais pourquoi elle a pris autant d'importance et de place, que ce soit en France ou aux États-Unis. Voilà, merci. Premièrement, je n'ai pas dit que le président de la France est le prince du CRIF. Hein? Oui, bien sûr. Vas-y, Fatima. Je profite parce qu'elle parle des États-Unis, pour faire un parallèle. Je voulais juste, est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur notamment la position d'Obama? Parce que moi je pensais que pour le premier mandat, il avait entre guillemets une excuse de ne pas avoir vraiment agi, parce qu'on se disait il anticipait un deuxième mandat. Et au deuxième mandat, compte tenu de la manière dont il a été humilié et traité par Netanyahou, je pensais, et avec les accords d'Iran, qu'il y aurait effectivement, en disant c'est mon dernier mandat, je vais mettre, comme on fait au poker, on met tapis, on met toutes ces billes dans la bataille pour au moins essayer de dire voilà ce que j'ai laissé comme héritage. Pourquoi est-ce que, même malgré ça, et puis quand il y a eu ces histoires d'agression à l'arme blanche à Tel Aviv et un peu partout, Obama continue à dire de façon éhontée Israël a le droit de se défendre, sans jamais mentionner
les décennies d'oppression, d'occupation et de colonisation. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça rejoint très bien la question de la jeune fille devant vous. Parce que vous êtes en train de parler réellement de comment se fait la politique des États. Et je n'ai pas dit, bien sûr, que le président, en arabe, on dit Kbir Arabto. Ça veut dire il ne peut pas prétendre, le président du CRIF, être le président de la France, parce que les Français n'accepteront pas. C'est pas parce que Hollande n'accepterait pas, parce que le peuple français n'est pas un peuple d'agneaux qu'on amène à l'abattoir, quoi. Mais il est sûr que le CRIF est un lobby important. Il n'est pas le seul. Il va vous parler d'un travail qu'il a dirigé avec un auteur sur l'histoire du CRIF. Et moi, je peux vous parler de l'histoire des communautés juives de Belgique, des communautés. Parce qu'en Belgique, même si vous pensez qu'ils sont plus petits que vous, peut-être moins sophistiqués que vous, ils sont d'un respect extraordinaire de la diversité de leur communauté juive. Alors vous avez, depuis les antisionistes les plus virulents, qui ont le droit de citer, hein, et qui s'expriment, et qui vont au Parlement, et qui ne vont pas du tout boycotter, jusqu'à les amis de Likoud, en passant par le CCLJ, qui sont, disons, les travaillistes laïcs, et toute la tradition du Bund, du PJB, qui sont la tradition de ceux qui sont assionistes, qui sont plutôt des immigrants de Pologne, d'Allemagne, du monde yiddish, et qui sont surtout pas israéliens, ils ne veulent pas l'être. Ils sont avant tout belges, ils ont une culture, une histoire, et la plupart de leurs parents sont morts dans les camps. Mais chacun a son organisation en Belgique, et chacun s'exprime. Et lorsque le Premier ministre veut savoir l'opinion de la communauté juive sur le terrible acte terroriste de l'assassinat par Nemouche des gens qui étaient au musée juif, il voit tous ces gens-là, sans avoir besoin de demander la permission à personne. Ceux qui vont à la synagogue, ils là-bas chez eux, ceux qui ne vont pas, ils vont dans leur bureau. Le seul pays où il y a, parce que c'est le pays qui a la plus grande communauté juive et la plus grande communauté arabe, musulmane, c'est la France. Le seul pays où il y a un organisme qui, par la force, veut imposer qu'il est le seul représentant de la communauté. Il y a des communautés aussi en France. Le seul pays, c'est la France. Et moi, je reproche beaucoup aux politiques. Parce qu'ils traitent avec lui. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous n'avez jamais été au dîner du CRIF? Moi, j'ai été au dîner du CRIF. Vous voulez pour me dire pourquoi il y a un défilé, comme un défilé de petits-enfants dans une école, depuis le Premier ministre jusqu'au ministre de l'Intérieur, en passant par les Affaires étrangères et l'éducation et la présidente du Parlement. Pourquoi? Parce que le CRIF a invité et il faut que tout le monde aille avec un salut vraiment en disant nous sommes privilégiés d'être invités par le CRIF. Alors le CRIF se comporte comme s'il était le seul. Il y a beaucoup d'autres opinions juives en France. Plusieurs nous en avons. Nous, on a travaillé avec plein de gens en France qui sont des juifs français, qui sont concernés par la paix, même concernés par l'avenir d'Israël, soucieux de l'avenir d'Israël, mais pas aux dépens des Palestiniens. Mais personne ne veut les écouter dans le monde politique. Vous voulez savoir pourquoi? Ce n'est pas seulement le lobby, c'est tout simplement électoral. Ça veut dire ceux qui vont élire, c'est les gens organisés. Les Arabes, ils sont 5 millions en France. Malheureusement, ils sont si peu organisés que tu ne peux pas dire que moi je me suis assuré la voix de la majorité des citoyens d'origine arabe. Tu peux dire, lorsque tu as un accord avec le CRIF, moi je me suis assuré, grâce au CRIF, un tel pourcentage de votes. Et ça va depuis le plus local, les régionales qui arrivent, jusqu'au présidentiel. Et finalement, les hommes politiques, leur loyauté va avant tout au poste qu'ils veulent avoir. Et donc, ils sont prêts, pour avoir des électeurs, à faire toutes les contorsions nécessaires. Et d'ailleurs, rappelez-vous, il y a des dirigeants politiques qui ont fait autant la cour aux Arabes qu'aux Juifs, pensant qu'ils avaient, tu vois, qu'ils auraient beaucoup de voix de ces deux grosses communautés. Et après, on vous dit la France n'est pas communautaire. Ce qui est vraiment une débilité mentale parce qu'elle est devenue depuis très longtemps très communautaire. Et elle est devenue communautaire, elle inclut, moi je pense que c'est honteux que personne ne dit la vérité sur le fait que ces jeunes gens, le lavage de cerveau, il n'est pas descendu du Coran de chez Mohammed. Il est venu des imams que l'Arabie saoudite a nommés dans toutes vos mosquées parce que la République française
elle est laïque, et donc elle ne s'occupe pas du culte musulman. Lui et moi et Michel Warshawski, notre ami israélien, nous avons fait 40 villes, 40 banlieues où il y a une majorité d'enfants issus de l'immigration, comme on dit en France, issus de l'immigration. Toutes les caves où les gens prient, les vieux, parce que eux, ceux-là, ils ne prient pas, mais où leurs parents priaient, toutes ces, parce qu'il n'y avait pas vraiment des bâtiments qui étaient des vraies mosquées, donc ils priaient dans des caves, dans des machins, dans des hangars, dans des choses assez humiliantes pour, surtout les enfants étaient beaucoup plus, demandés, beaucoup plus violents contre le fait que leurs parents étaient humiliés parce qu'ils priaient avec les rats. Et lorsque nous, on disait aux autorités qu'on voyait, mais pourquoi vous ne construisez pas une mosquée et vous mettez un imam issu de la communauté qui parle français et qui sait comment parler en français, parce qu'ils ne parlaient même pas français, les imams. Parce que l'Arabie saoudite, depuis 40 ans, paye, pas seulement chez vous, dans le monde entier, vous allez voir ce qui va sortir en Asie et machin, des imams salafistes envoyés depuis 50 ans par c'est l'exportation des imams à la salafiste wahhabite saoudienne. Et que la France a été totalement aveugle à cet aspect-là. Et qu'il y a eu beaucoup de gens, des chercheurs et des citoyens de ces cités elles-mêmes qui disaient ça fait beaucoup de dégâts, mais personne n'a voulu croire, jusqu'à ce que ça devienne maintenant quelque chose de terrible au niveau de son impact sur la société et de la violence et de la haine qu'ils ont à l'égard de la France. Mais je voudrais dire que pour les mêmes raisons aux États-Unis, et vous seriez surpris, c'est pas les Juifs qui sont le lobby le plus fort. C'est les chrétiens protestants fondamentalistes. Parce qu'aux États-Unis, le lobby, contrairement en France, lorsque vous dites lobby en France, vous dites il est interdit d'utiliser le mot bidon, on va dire groupe de pression. Comme ça, on est politiquement correct. Il y a des lobbies des vendeurs de cigarettes, il y a des lobbies de vendeurs de chaussures, il y a des lobbies de tout. Bruxelles, 90% des immeubles sont loués par des lobbies. Alors, ils ont tellement fait une histoire, tu te rappelles, on nous culpabilisait parce qu'on osait utiliser le mot lobby. Que ça, c'est un mot, c'est comme boycott, hein, c'est comme apartheid, ce sont des mots interdits en France. Mais c'est beaucoup de supercherie. Parce que les groupes de pression, bien sûr qu'il y a des groupes de pression demandés à tout le monde. C'est comme ça que fonctionne le capitalisme moderne. Aux États-Unis, ce n'est pas dans la communauté juive. C'est dans la communauté qui s'identifient le plus, qui sont les protestants américains, qui considèrent que dans les Écritures, il faut que tous les Juifs du monde puissent se retrouver sur cette terre sainte pour que le Messie revienne. S'ils ne sont pas tous revenus, le Messie ne viendra pas. Et comme il faut qu'ils viennent, après ils doivent se convertir tous, bien sûr. Une fois que les Juifs seront tous revenus sur la terre d'Israël, comme le disent les Écritures, ils vont se convertir au christianisme et le Messie viendra. Et comme ils veulent, ils sont persuadés que le Messie va venir, il faut que ça se... Et donc, il ne faut surtout pas entendre quoi que ce soit qui dérange leur vision. Il y a une... Et puis, l'Amérique a l'histoire qu'elle a, qui est aussi coloniale, de peuplement, qui a dépossédé les vrais propriétaires des États-Unis de leur terre. Donc, ce n'est pas tellement grave pour eux qu'on ait dépossédé les Palestiniens. Mais surtout, les lobbies les plus puissants, ça veut dire industriels militaires, très important, industriels technologiques, c'est aux mains de ces mêmes lobbies, qui ne sont pas juifs nécessairement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si on fait un travail, demandez à Sylvain. Sylvain vient vous voir dans 3 jours pour le débat, je ne sais pas après quel film. Ah, il ne peut pas venir. Sylvain a écrit un livre sur les États-Unis. Il vous racontera comment la communauté juive américaine est de plus en plus aliénée. Elle n'a plus envie de ressembler à Israël. Elle ne veut plus avoir affaire avec Israël. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce genre de racisme et d'idées rétrogrades. Et il y a beaucoup d'organisations comme J. Cole, par exemple, qui est une organisation juive américaine qui fait la guerre à AIPAC. Pour la première fois, AIPAC, qui est le grand lobby juif, a perdu des votes, parce qu'avant tout, AIPAC, comme ils ont le droit de financer les membres du Congrès et du Sénat, c'est eux qui donnaient des ordres aux élus comment voter. Maintenant, AIPAC ne peut plus imposer comment on vote. Et vous avez d'autres lobbies qui disent, mais bien, pour nous, citoyens juifs américains, nous voulons soutenir les efforts du président Obama pour essayer de faire la paix. Et nous sommes contre la politique de Netanyahou et nous ne voulons pas qu'ils viennent chez nous nous donner des ordres sur ce qu'on doit faire. On n'a pas encore trouvé de solution
parce que ces preachers, comment on dit preacher? Preacher, ces prêcheurs protestants baptistes, prédicateurs, ils parlent à, disons, 1500 personnes dans d'immenses auditoriums à l'américaine, mais ils ont des télévisions propres à eux. Et alors c'est relayé par des télévisions vues par 20 millions de téléspectateurs. Et comme les États-Unis, contrairement à ce que vous pensez, c'est le pays le plus religieux de tout l'Occident, ils suivent aveuglément. Vous savez qu'ils continuent à faire la prière avant de faire leur réunion politique à la Maison-Blanche. C'est très important ce qu'ils voient, ce que le preacher, ce que leur prédicateur leur dit à la télévision qu'ils doivent faire. Et donc, Obama, qui à mon avis était très sincère au début de son mandat, et le plus grand discours qu'il a fait, c'est pas seulement sur la Palestine, c'est sur tout son rapport au monde musulman, c'est le discours du Caire, et qui est venu après 9/11, qui est venu après les attentats terroristes. Et c'était très courageux que un président noir qui se fait accuser de s'appeler Hussein Obama, donc il a un nom musulman entre son prénom et son nom de famille, et que donc beaucoup de gens contre lui ont douté qu'il soit vraiment américain. Est-ce qu'il est vraiment chrétien? Est-ce qu'il est vraiment américain? Ou il serait un musulman caché? Parce que il y a Hussein entre les deux. A fait le discours qu'il a fait au Caire. Et je pense qu'il souhaitait, plus que pour la Palestine, il souhaitait réellement il a compris ce que Dominique veut que les Français comprennent. D'où est sortie cette histoire de Ben Laden et des tours et pourquoi ils ont fait tout ça. Et il pensait qu'il allait ouvrir une nouvelle page de relation avec le monde musulman. Mais il s'est cassé complètement après les primes, la tragédie de la crise financière des primes. Et il a eu un chômage que les États-Unis n'avaient jamais vu. Donc il a laissé tomber, même son health plan, il a laissé tomber tout le programme qu'il avait, le programme de la politique étrangère, le programme de l'assurance médicale, pour relever, il l'a relevé. Il a relevé, il a récupéré les chômeurs, il a refait de la croissance, et c'est pour ça qu'il a été réélu. Parce que finalement, le nerf de la guerre, c'est quand même aussi l'économie d'un pays, et les Américains l'ont réélu parce qu'il avait résolu le problème d'une crise financière qui a failli détruire l'euro, pas seulement le dollar. Et donc, maintenant, c'est trop tard parce qu'il s'en va. Et je pense qu'ils réalisent, vous savez qu'ils ont libéré aujourd'hui Pollard, l'espion israélien qui a passé 30 ans en prison parce qu'il a livré des secrets très importants militaires à Israël et qui est donc condamné, et que Netanyahou en particulier, depuis qu'il est arrivé, c'est son 3e mandat, cherche à arracher aux Américains. Maintenant, comme Obama est talonné tout le temps sur l'accord avec l'Iran, il a acheté le silence de Netanyahou en lui donnant Pollard. Et donc Pollard est sorti aujourd'hui. Mais on lui a interdit de parler, on lui a interdit de sortir des États-Unis. Vous allez voir, dans 6 mois, il sera en Israël. Et c'est dire combien le poids même pour un truc comme Obama, qui est quand même, c'est un espion qui a l'establishment militaire, est fou furieux parce qu'il considère que c'est très grave comme précédent. C'est un citoyen américain, Pollard. Si c'était un citoyen israélien envoyé qui était un espion, c'est normal. Mais ce n'était pas un employé de l'ambassade d'Israël, c'était un citoyen américain qui travaillait dans le ministère de la Défense américain. Mais c'est vous dire combien, finalement, un chef d'État, qu'il soit Hollande ou Obama ou autre, est tributaire des rapports de force dans la société, dans les institutions politiques et étatiques. Non, moi je pense que ça peut être dans un an, si quelque chose change. Mais je vais vous dire très sincèrement, il y a beaucoup plus qu'une minorité. Et moi je n'aime pas cette idée de dire que les militants israéliens pour la paix sont une majorité, une minorité. Je vais vous demander une question. On est en France ici. Combien ils étaient les militants français contre la guerre en Algérie, contre l'occupation de l'Algérie et pour l'indépendance de l'Algérie? Combien ils étaient? Au début de la guerre de libération. Quelques centaines. Ceux qui ont eu le courage de prendre la défense du droit du peuple algérien à l'autodétermination, à la souveraineté, et qui ont dû affronter leur propre société, leurs propres dirigeants, le discours de leur famille quelquefois.
dans toutes les situations de colonisation, lorsqu'il y a des gens assez courageux pour prendre parti pour le droit et la justice, contre l'appartenance nationale, tribale, clanique, idéologique, appelez-la ce que vous voulez, ils ont toujours été des minorités. C'est pour ça qu'on les appelle l'avant-garde. Ils sont avant-garde parce qu'ils sont avant-garde. Ils sont avant les autres. Et les Israéliens, c'est pareil. Et donc, on n'a jamais pensé, nous, qu'il faut qu'on travaille, parce qu'on travaille avec nos amis israéliens tout le temps, on n'a jamais pensé qu'on travaille avec eux parce qu'ils vont devenir une majorité. On n'a jamais pensé que ça pouvait être le cas. Mais parce que c'est très important, parce que leur valeur morale, surtout lorsque vous avez un projet de coexistence, ça veut dire d'arriver à une solution de 2 États, c'est de montrer qu'il y a dans l'État des anciens colonisateurs des partenaires pour l'avenir. Mais ce n'est pas une question de nom, c'est une question de justesse, dirait Jean Genet, de justesse de position, pas de justice, de justesse, de position juste. Et moi je pense qu'il peut y avoir, vous avez vu, je veux dire, il y a une semaine, on était dans cette salle, et il y avait des coups de poing, grâce à Dieu, maintenant il ne faut plus se donner des coups de poing pour avoir une chaise dans les autres festivals, vous vous rappelez? Moi je vous disais, c'est pas possible, parce que les gens se bagarraient, parce qu'il y avait autant dehors que dans la salle. Il y a 80% des réservations d'hôtels sont annulées, il n'y a pas de gens dans la rue le soir, après minuit, les restaurants disent, beaucoup ont fermé, parce qu'ils disent ça ne sert à rien qu'on paye tout le monde, parce qu'il y a eu un séisme qui s'est passé. La réalité historique est telle qu'il y a des choses qui basculent en 24 heures. Vous imaginez, ce qui s'est passé là au niveau de ce que le gouvernement français va faire, c'est chambouler toutes les alliances. Lorsque j'ai raconté sur Poutine, ce n'est pas une anecdote. Poutine, il y a exactement 6 mois, était le méchant qu'il fallait punir parce qu'il a annexé l'Ukraine. Vous avez tous pris des sanctions contre le régime russe à cause de l'annexion de la Crimée. Aujourd'hui, après ce qui s'est passé, en particulier l'avion russe dont il a parlé, et le terrorisme ici, et ce qui s'est passé au Liban, la Russie est devenue l'allié. Parce qu'elle a, soi-disant, un ennemi commun. Est-ce que ça va tenir sur des bases aussi peu claires sur quoi on est allié? C'est vous dire que les choses peuvent changer énormément. Alors, je pense réellement que en Israël, même si, bien sûr, il y a une vraie société, pour, en tout cas, la société juive israélienne, il y a une vraie démocratie entre eux. Et puis, ils ont une politique d'apartheid pour ce qui nous concerne à nous. Schizophrénie totale, que le monde entier voit et dont ils détournent les yeux. Et si vous dites apartheid, vous êtes lynchés. Ils sont apartheid et schizophrènes, les deux. Et donc, et les plus courageux des Israéliens disent ça, aidez-nous à soigner notre schizophrénie, parce qu'on ne peut pas être tellement démocrate à Tel Aviv et tellement fasciste à Hébron. C'est ce qu'ils sont. Surtout que c'est leurs enfants qu'ils envoient à l'armée. Ce n'est pas une armée de miliciens, c'est une armée de citoyens. Et lorsque les soldats courageux comme Breaking the Silence veulent raconter à leurs parents les horreurs qu'on les oblige à faire à Hébron, ils disent on ne veut pas savoir. C'est pour ça qu'ils ont appelé leur mouvement Breaking the Silence, c'est-à-dire casser le silence. Mais ils sont très tributaires de ce qui se passe dans le monde autour d'eux, comme tous les pays. Je sais bien qu'ils sont supposés être Goliath, très puissants. Ils sont Tarzan. Ça, c'est de la frime. Parce que, comme tout le monde, ils sont tributaires de ce qui se passe dans leur environnement régional, arabe, turc, iranien, européen et finalement américain. Mais finalement, l'américain, c'est le plus éloigné, c'est le plus proche d'eux politiquement, mais celui qui est le plus éloigné parce qu'il est à des milliers de kilomètres après l'océan. Tandis que ce qui se passe autour d'eux, c'est vraiment... regardez ce qui s'est passé avec les petits couteaux des enfants. Il y a 77, 78 victimes palestiniennes. 90 aujourd'hui, avec 5 hier. 90 aujourd'hui, ok? Il y en a sûrement 20 qui n'avaient rien à la main, ni couteau, ni tournevis, ok? Ils les ont abattus parce qu'ils avaient des têtes, ils ont abattu 2 Israéliens, les malheureux. Un Éthiopien et un Israélien, parce qu'ils avaient l'air d'Arabes. Mais regardez la panique que ça a créé dans cet État qui est la 4e puissance militaire au monde et qui dispose de 200 têtes nucléaires. Cette 4e puissance militaire du monde
est dans un état d'hystérie parce qu'il y a 90 Palestiniens entre 13 et 25 ans qui ont pété un plomb qu'ils ne peuvent plus supporter, qui ne croient plus en rien et qui sortent avec des couteaux de cuisine tout seuls sans que personne ne leur donne. Et ils n'appartenaient ni à des organisations islamistes. Le Hamas fait tout pour les arrêter, mais ils ne les écoutent pas. Abbas aussi, il ne l'écoute pas. Et ça a créé une panique généralisée parce qu'ils ne savent pas comment répondre. Exactement ce qu'on disait à propos du gouvernement. Ils ne savent pas comment répondre à quelque chose. Comment est-ce qu'ils vont savoir parce que qui ils attaquent? Ils attaquent les colons qui habitent à côté de chez eux. Parce que les autres Israéliens sont cachés à Tel Aviv. Là-bas, il n'y a pas de contact. Il y a un contact à Hébron, dans la vieille ville de Jérusalem, là où il y a des colons et des citoyens palestiniens. Et en un mois, c'est le mois d'octobre, tout a commencé début octobre. En un mois et demi, ils ont mis l'armée israélienne dans tous ces États parce qu'elle ne sait pas comment répondre. Les uns disent qu'il faut déclarer une zone militaire dans tous les territoires. Les autres disent qu'il faut armer tous les citoyens israéliens. Le président de la Knesset a dit chaque Israélien doit s'armer maintenant. Chaque Israélien a le droit de s'armer et de se défendre s'il se sent menacé. D'où comment ils ont tué l'Éthiopien et l'Israélien, parce qu'ils se sont sentis menacés par le fait que sa peau est noire. L'Éthiopien, son seul crime, c'est que sa peau est noire. Faut la lécher à coups de pied dans l'aéroport. C'est vous dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Les choses peuvent changer dans la société israélienne. Pas seulement au niveau démocratique des gens, mais même, je veux dire, il peut tomber demain. Vous savez, il suffit que deux partis politiques, vous savez, il a une majorité de 1. Il a une majorité de 1 à la Knesset, au Parlement. Il suffit que le gouvernement tombe, il ne sera pas élu une 4e fois. Hein. Vous savez, depuis 10 ans, depuis Oslo, depuis 20 ans, il n'y a pas eu un gouvernement qui a fini son mandat. Il y a eu des élections anticipées chaque fois, inclus la dernière où il a été élu pour la 3e fois. Mais si la majorité n'est plus assurée, il tombe demain. Qui viendra après lui, c'est une grande question, parce qu'il faut aussi que la société israélienne assume. D'où l'importance de ce que disent les Européens sur les colonies. D'où l'importance de l'étiquetage des produits. Parce que, vous savez, personne qui occupe un territoire pendant 48 ans, qui réprime une population, n'est un gentil. Mais il peut revenir à la raison. Vous savez, l'armée française, elle n'était pas gentille en Algérie. Et De Gaulle l'a quand même retirée. 20 ans avant, il voulait la garder. Il est parti parce qu'il a compris que c'est ça le sens de l'histoire. Et donc, en Israël, il y a plein de gens très intelligents, inclus au sein de l'armée israélienne. S'ils sentent qu'ils sont en train, vous savez, beaucoup d'Israéliens considèrent que la politique israélienne est suicidaire. Ils disent qu'il faut qu'on aille chercher une autre terre promise. On n'a plus d'avenir dans ce pays. Nos enfants juifs n'ont plus d'avenir. Pas seulement à cause des Palestiniens, mais parce que nous sommes devenus aux yeux du monde. Oui, mais c'est le minimum en même temps. Hein. Comment? Je veux dire, ils font un enfer, il faut qu'ils en subissent. Oui, mais comme tous les occupants, comme les Français lorsqu'ils étaient en Algérie, ils ne voient pas. Ils ont une cécité. Parce qu'ils ont la cécité des puissants qui se gargarisent de leur supériorité militaire. Et il faut des événements, mais ces événements qui peuvent faire basculer, ils peuvent arriver en une semaine, en un mois, en un an. Et je ne suis pas sûr qu'il faille attendre 10 ans pour que les choses changent en Israël. Je voudrais juste ajouter un mot, parce que c'est très important. On est dans une période de chaos mondial. Et donc, tous ceux qui ont l'habitude de vous faire des prévisions sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, ne les écoutez plus. Et n'écoutez que des gens qui travaillent. Je vais vous prendre un exemple très simple. Qui, dans cette salle, il y a un an, si on était on est combien, le 20 ? Le 20 novembre 2014, qui aurait dit que l'Occident allait signer un accord sur le nucléaire iranien avec les autorités de Téhéran? Qui l'aurait dit? Qui l'aurait pensé? Et c'était une question, du point de vue américain, au moins aussi importante que le conflit israélo-palestinien. Il faut quand même voir les choses. C'est pour ça que le jugement sur Obama est détestable dans ce qu'il a fait sur la Palestine. Personne ne peut le contredire. Mais il s'est retiré d'Afghanistan, il s'est retiré d'Irak, et il a signé, et il a voulu signer. Il a eu la détermination. C'est sûr, en tout cas, c'est son legs le plus important. Voilà, donc c'est quand même historiquement un bilan qui n'est pas un bilan uniquement négatif. Mais donc, ce type d'événement
comme on l'a vécu sur l'Iran, il peut effectivement arriver... c'est pour ça que la coalition qui est en train de se mettre en place, elle peut être tout. Elle peut être détestable, mais elle peut aussi être positive. Parce que rien ne nous dit que la dynamique n'amènera pas, par exemple, à mettre Bachar al-Assad sur le chemin de la sortie. Parce qu'à un moment donné, même pour les Russes et même pour les Iraniens, un boucher pareil, c'est pas vraiment le meilleur cheval sur lequel on puisse miser, quoi. Donc je crois qu'il faut être à la fois réaliste devant le chaos, mais en même temps savoir que quand on est dans le chaos, les choses peuvent aller effectivement très très vite.